Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue sur le 11e épisode de Boostez-vous, 11 croyances toxiques sur la maternité et le travail, deuxième partie. Ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Et si vous découvrez ce podcast pour la première fois, soyez les bienvenus. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Mon objectif est que chaque femme, chacune à son échelle, puisse se construire une vie qui lui ressemble, une vie dans laquelle elle se sente bien, loin des « il faut » et des « je dois » et des « je devrais » que nous impose trop souvent la société. Je suis persuadée que chacune, on mérite de vivre une vie dans laquelle on se sent bien, une vie qu'on adore. Je suis convaincue que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer votre mindset, de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos systèmes de croyances et vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, comment tout ça s'imbrique et s'influence, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, l'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode 10 de la semaine dernière, où je vous ai présenté les 5 premières croyances toxiques sur les 11 que j'ai envie de partager avec vous ici. Donc je vous invite à écouter ces 2 épisodes dans l'ordre, mais si vous avez envie de commencer par celui-là, il n'y a pas de souci, ils sont d'une certaine manière indépendants l'un de l'autre. Pour démarrer cet épisode, je vous propose un mini récap de ce que sont les croyances, pour bien comprendre de quoi on parle. Nos croyances ou nos convictions, en fait, ce sont comme les rails sous un train. C'est-à-dire qu'elles déterminent la direction dans laquelle va notre vie, le sens que prend notre vie. Une autre analogie qu'on peut utiliser pour comprendre l'importance de nos systèmes de croyances, c'est que toutes nos croyances, c'est un peu comme notre programme d'exploitation par défaut, si on fait une analogie informatique, et on n'a pas forcément conscience qu'elles sont là. Par contre, ce sont elles qui vont déterminer la façon dont on envisage une situation et la manière qu'on va avoir d'y répondre. C'est en quelque sorte notre grille de lecture du monde, c'est notre cadre de référence. Toutes nos croyances, toutes nos convictions ne sont pas un problème évidemment, puisque c'est ça qui, comme je vous le disais, qui crée notre cadre de référence, et donc c'est ça qui nous permet de prendre des décisions et d'agir d'une certaine façon. Par contre, certaines de ces croyances sont ce qu'on appelle communément en coaching, en développement personnel, des croyances limitantes, des croyances toxiques, parce qu'elles vont générer chez nous des pensées, puis des émotions et des comportements qui vont avoir tendance à nous limiter, à nous saboter, qui vont faire qu'on va se sentir mal et qui vont nous empêcher d'avancer vers la vie qu'on a envie d'avoir, vers l'atteinte de nos rêves et de nos objectifs. Les croyances dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui et dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière sont des croyances toxiques à la fois sur la maternité et le travail, et elles nous concernent qu'on soit des femmes, qu'on soit des mères ou pas. Donc ça concerne en premier lieu les femmes qui, comme moi, comme vous, je pense, si vous m'écoutez, qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, qui veulent pouvoir s'impliquer dans leur carrière, dans leur entreprise, que ce soit l'entreprise qu'elles ont créée ou l'entreprise dans laquelle elles travaillent, tout en s'investissant aussi dans leur parentalité et leur vie personnelle. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on retrouve l'impact de ces croyances chez des femmes qui ne sont pas mères, qui ne veulent pas l'être ou qui ne le sont pas encore, et ça a un impact très fort sur la carrière de ces femmes, parce qu'en fait, quand on est femme, qu'on soit mère ou pas, on a d'une certaine façon été formaté pour être mère. Et ces croyances peuvent nous impacter nous directement, ou elles peuvent impacter la façon dont on perçoit et dont on interprète les comportements des autres femmes de notre entourage qui sont mères et qui travaillent. Donc si on n'a pas fait le travail de déconstruction de nos croyances et de désencombrement de nos cerveaux, toutes ces croyances-là, tous ces programmes par défaut, peuvent nous impacter et nous limiter dans l'atteinte de nos objectifs professionnels. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire la lumière sur ces croyances, puisque c'est vraiment la première étape pour changer son système de croyances, c'est d'abord de prendre conscience de notre système actuel. On y reviendra longuement puisque c'est tout l'objectif de ce podcast, mais c'est important de comprendre qu'on peut choisir notre système de pensée, on peut choisir de croire nos croyances, et on peut aussi choisir de les remettre en question, de ne plus les croire. On peut choisir de déconstruire notre système de croyances, on peut choisir de croire autre chose, de croire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus utile, qui va nous aider à nous sentir mieux sur le long terme et qui va nous aider à atteindre nos objectifs et à construire la vie qu'on a envie de se construire.
Comme je vous l'avais déjà dit dans l'épisode de la semaine dernière, c'est possible que vous vous reconnaissiez dans toutes ces croyances, ou dans quelques-unes, ou dans aucune, ou en tout cas peut-être pas à la première écoute du podcast. Dans tous les cas, je vous invite à essayer d'écouter cet épisode avec un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de croissance, et donnez-vous le temps de laisser infuser tout ça, essayez de vous interroger, de vous questionner sur la façon dont ces croyances pourraient impacter vos vies ou pas. Donc on y va, c'est parti pour la suite des 11 croyances toxiques sur la maternité et le travail. On commence donc par la 6e croyance, les 5 premières ont été vues dans l'épisode précédent. Donc cette 6e croyance, c'est que la maternité fait de moi une moins bonne professionnelle, une professionnelle moins investie, moins impliquée, moins productive, moins méritante, moins performante, moins tout ce que vous voulez. Un peu comme si le fait d'être mère faisait de nous des professionnels de seconde catégorie en quelque sorte. Je l'ai vécu ça dans le salariat, j'étais persuadée que ma maternité allait me fermer des portes, qu'une fois maman je ne serais plus considérée comme une cadre performante et un atout pour l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque. J'en étais tellement convaincue que je me suis mise de moi-même en retrait de la vie de l'entreprise, en devenant maman évidemment, mais même quelques mois, quelques années avant, dès que j'ai eu envie de devenir maman en fait, dès que j'ai commencé à me projeter dans la maternité, j'avais cette croyance que j'étais bien chanceuse d'avoir encore un travail et que à un moment donné dans ma carrière, j'allais être moins disponible et donc il fallait pas que je prenne trop de responsabilités, qu'il fallait que je garde du temps pour mes futurs enfants que je n'avais pas encore d'une certaine façon. Le résultat de ça, c'est que je me suis désinvestie de mon travail des mois avant de devenir maman, et ce désinvestissement a eu des conséquences sur les missions qui m'étaient confiées, un peu comme une prophétie autoréalisatrice. Et pour tout dire, j'ai emmené cette croyance avec moi dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai lancé mon entreprise, je me comparais aux hommes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs qui n'avaient pas d'enfants, ou en tout cas des enfants qui n'avaient pas le même âge que les miens, et je me disais, oui mais moi je n'ai pas les mêmes résultats qu'eux, parce que je suis maman, parce que mes enfants sont petites, etc. En gros, comme si je me disais à moi-même, je suis une moins bonne entrepreneur qu'eux parce que je suis maman. Et ça c'est faux et c'est archi faux et il m'a fallu du temps pour le déconstruire. D'ailleurs, un des prochains épisodes du podcast sera consacré à cette thématique, c'est-à-dire à identifier les raisons qui font des mamans de super entrepreneurs. On peut être mère et être une professionnelle investie et très performante. La maternité ne détermine pas notre niveau de professionnalisme et de performance. Et au contraire, quand on est maman, on peut développer une tonne de compétences ultra bénéfiques pour le fonctionnement d'une entreprise, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, et notamment les fameuses soft skills dont on se rend de plus en plus compte dans le monde du travail à quel point elles sont essentielles à la gestion de projet et au bon fonctionnement d'une équipe, d'une relation professionnelle et d'une relation humaine tout simplement. Les soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, le sens de la négociation, la créativité, l'agilité organisationnelle, la gestion du temps, la prise de décision. Si vous avez des enfants, je suis certaine que vous êtes des championnes dans une ou plusieurs de ces soft skills. Donc voilà, vraiment, c'est déconstruire cette 6e croyance qui est que la maternité fait de nous de moins bonnes professionnelles. Et si cette croyance vous paraît vraie, que vous soyez maman ou pas encore, je vous invite à reprendre cette liste des soft skills et à vous demander comment est-ce que ma maternité m'a permis de m'améliorer dans une ou plusieurs de ces compétences, ou n'importe quelle autre compétence qui pourrait vous servir dans votre travail d'ailleurs. On enchaîne avec notre 7e croyance toxique, qui est « si je suis investie dans ma vie professionnelle, dans ma vie entrepreneuriale, alors je ne suis pas assez impliquée dans ma vie de parent ». Ou une autre façon de le dire, c'est que si je consacre du temps pour me créer une carrière ou pour créer une entreprise, alors je ne suis pas assez engagée et investie dans ma maternité. Cette croyance, elle est un peu en miroir de celle dont on vient de parler juste avant, de notre 6e croyance. Et cette 7e croyance, elle se manifeste souvent par une peur du regard des autres. On a peur que les autres pensent que notre investissement professionnel fasse de nous, entre guillemets, une mauvaise mère. Et on a tendance à beaucoup trop se soucier de ce que les autres pensent. Ça vaut pour la maternité, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. Donc si ça vous préoccupe, si vous pensez que vous n'êtes pas aussi impliqué dans votre vie de famille que vous le seriez si vous n'avez pas créé votre entreprise ou si vous n'étiez pas investi dans votre carrière, j'aimerais sincèrement que vous preniez conscience que ce n'est qu'une pensée. C'est-à-dire que c'est juste une phrase dans votre cerveau, c'est une histoire que vous vous racontez à propos de vous-même, et ça veut pas dire que c'est vrai. C'est hyper important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est vrai. Donc je vous invite à faire une sorte de petite introspection, de petit check-up interne, et de vous demander à quel point je me sens impliquée et investie dans la vie de ma famille, indépendamment du fait que je travaille ou pas. Parce que votre niveau d'investissement dans votre parentalité n'est pas inversement proportionnel à votre investissement dans votre vie professionnelle.
On peut trouver des exemples de parents qui ont une vie pro très riche, très intense et qui sont très investis dans leur parentalité. Et on peut aussi trouver à l'inverse des parents qui travaillent peu ou pas et qui ne sont pas particulièrement impliqués dans la vie de leur famille. Votre niveau d'engagement, cette impression d'être impliqué dans votre vie de famille, la façon dont vous le ressentez pour vous-même, tout ça est créé parce que vous pensez et uniquement parce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes une super maman et que vous vous comportez comme la maman, la femme que vous avez envie d'être pour vous, pour votre famille, pour votre travail si vous travaillez, finalement, justement, ça importe peu que vous travaillez ou pas. Si vous en êtes convaincu, ça va devenir votre réalité. À l'inverse, si vous pensez que vous n'êtes pas aussi impliqué dans votre vie de famille que vous le seriez si vous n'avez pas de travail, si vous n'aviez pas de carrière, si vous n'aviez pas d'entreprise à faire vivre, etc., ce sera également votre réalité. Vous pouvez aussi décider de croire que le fait de travailler en dehors de votre parentalité, ça fait de vous un meilleur parent. Ça fait de vous un parent plus attentif et plus impliqué. On peut choisir ce qu'on a envie de croire. Et prendre conscience de cette faculté, la développer et en faire une compétence, c'est ce qui nous permet de créer notre réalité. Et c'est une compétence centrale qu'on va développer en coaching parce que nos pensées créent notre réalité. Donc c'était notre 7e croyance toxique. Si je suis impliquée dans ma carrière ou dans mon entreprise, alors je ne suis pas assez engagée envers ma famille. 8e croyance toxique, je devrais avoir envie d'être avec mes enfants tout le temps. Ou une autre façon de la formuler, c'est je ne devrais pas avoir besoin d'une pause. Comme si on n'avait pas besoin de faire pause de temps en temps. Cette croyance crée généralement un énorme sentiment de culpabilité. Moi, par exemple, je suis une personnalité plutôt introvertie et j'ai besoin de moments seuls, mais vraiment, passer trop de temps avec trop de monde, ça m'épuise, même si j'apprécie la compagnie des personnes avec qui je suis. Et même si ces personnes, ce sont mes propres enfants, mes batteries se déchargent hyper vite quand il y a trop de monde et de sollicitations autour de moi. Et des sollicitations, quand on est parent, on en a beaucoup de la part de nos enfants. Quand je suis seule, je suis un peu comme un moteur diesel. Par contre, quand il y a trop de monde, je me transforme en voiture électrique et qui a besoin d'être rechargée tous les 300 km. J'adore passer du temps avec mes filles, mais parfois, mon rêve, mon envie, mon besoin, c'est juste d'être seule, sans sollicitation, sans bruit, sans avoir besoin de parler à qui que ce soit, d'avoir juste du calme, du temps pour penser et pour me ressourcer. Mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte et pour l'admettre, et ça m'a créé beaucoup de culpabilité à cause de cette croyance que je devrais avoir envie d'être avec mes enfants tout le temps, et que chaque minute que je ne consacre pas à mon travail, il faudrait que je la consacre à ma famille, à mes enfants. C'est une croyance toxique et épuisante. C'est ok d'avoir besoin de temps à soi, d'avoir besoin de calme et de solitude. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-le. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire à votre place. Et pour pouvoir faire cette pause, il y a 2 prérequis. Déjà, il faut reconnaître qu'on en a besoin, premièrement. Et deuxièmement, il faut s'autoriser à prendre du temps pour soi. Alors, petit aparté, l'expression prendre du temps pour soi, personnellement, je l'aime pas beaucoup. Parce qu'elle sous-entend que si on prend du temps pour soi, c'est un peu comme si on prenait quelque chose à quelqu'un. Comme si on dépossédait quelqu'un de notre temps. J'ai une cliente en coaching qui m'avait dit ça il y a quelques temps. Quand elle parlait de notre coaching et du fait qu'elle y consacrait du temps, la façon dont elle en parlait, on avait l'impression que c'était du temps qu'elle volait aux autres. À son travail, à son mari, à ses enfants. On parle là de 45 minutes par semaine. Évidemment, on avait exploré ensemble cette façon de considérer la façon dont elle utilisait son temps qui venait du coup de cette expression « prendre du temps ». Bref, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire que j'aime pas cette expression de « prendre du temps pour soi » parce qu'elle ne m'évoque pas des émotions très agréables. À moi, personnellement, je préfère dire que je me consacre du temps. Consacrer, c'est destiner quelque chose à un usage. Et en plus, j'aime bien la dimension sacrée de ce temps qui n'appartient qu'à moi, de ce temps que je me consacre. Et je préfère aussi penser que j'utilise mon temps en fonction de mes priorités, plutôt que je prends du temps pour faire ceci ou pour faire cela. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais là, quand même, on est en train de jouer sur les mots, on pinaille. Mais justement, le choix des mots est important parce que les mots ont un sens précis. Ils ont une signification précise et ils ont une charge émotionnelle précise. Alors peut-être que la charge émotionnelle n'est pas tout à fait la même pour vous que pour moi, c'est très probable d'ailleurs, mais justement c'est toute l'importance du travail de coaching sur les pensées et les émotions, c'est d'identifier la charge émotionnelle des mots de nos pensées. D'ailleurs vous pouvez vous poser la question juste là en m'écoutant, si vous vous dites « je vais prendre du temps pour moi », comment vous vous sentez? À quoi ça ressemble dans votre corps? Est-ce que c'est plutôt agréable ou désagréable? Est-ce que c'est plutôt une impression de contraction sur soi-même ou au contraire d'expansion? Est-ce que c'est plutôt une expression de mouvement, de rigidité? Votre corps vous dira ce que ces mots vous évoquent. Comment ça résonne pour vous en termes émotionnels? Et vous pouvez faire le même petit exercice avec la phrase « je me consacre du temps ». Comment ça résonne pour vous? À quoi ça ressemble dans votre corps? Pour en revenir à notre croyance toxique du « je ne devrais pas avoir besoin d'une pause »,
ou une autre façon de la formuler qui pourrait être « c'est pas normal d'avoir besoin d'une pause », je vous invite ici aussi à faire un petit check-up et à vous demander est-ce que j'ai besoin d'une pause. Et d'imaginer, de vous projeter, imaginez comment vous réagiriez si une collègue, une amie, une maman de votre entourage vous disiez « je fais une pause de mes enfants, de ma famille ». Est-ce que vous la jugeriez ? Est-ce que vous ressentiriez une pointe d'envie ? Est-ce que vous vous diriez « ah mais moi aussi j'aimerais pouvoir faire ça ». Est-ce que cette maman, vous l'encourageriez dans sa démarche, vous la féliciteriez de prendre ce temps pour elle, c'est de prendre cette pause pour elle, parce que c'est important de reconnaître que parfois, c'est juste ça dont on a besoin en fait. Et je vous invite à vous réapproprier la croyance que se consacrer du temps à soi, ça en vaut la peine et ça n'enlève rien aux autres. Les autres sont libres d'interpréter votre utilisation du temps comme bon leur semble. Ils peuvent y voir une opportunité pour eux de faire autre chose et de se consacrer du temps à eux-mêmes. Et on peut aussi verbaliser et dire à haute voix à quoi ce besoin de pause ressemble pour nous, s'accorder cette pause pour soi, pour se reposer, pour notre propre santé mentale et émotionnelle sans culpabiliser. Ça nécessite de venir questionner et déconstruire cette 8e croyance du « je ne devrais pas avoir besoin d'une pause ». Et je vous invite à écouter les épisodes que j'avais faits sur le repos. Comment faire pour intégrer le vrai repos à notre quotidien, que ce soit en vacances ou dans notre routine quotidienne. Ce sont les épisodes 7 et 8 du podcast et je vous mettrai les liens en description de cet épisode. 9e croyance toxique, je peux tout faire et je dois tout faire. Je vous ai déjà parlé de cette croyance dans l'épisode 9 du podcast sur les 5 comportements qui pourrissent la vie des femmes actives. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le guide d'auto-coaching gratuit qui complète cet épisode de podcast et je vous mettrai le lien en description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc cette croyance du « je peux tout faire et je dois tout faire » se traduit généralement par un besoin de tout faire, évidemment, et une to-do list qui n'en finit pas et qui se rallonge en permanence. Côté émotion, avec cette croyance-là, on vient ici toucher du doigt le sentiment de culpabilité maternelle. J'ai l'impression, de par mes lectures, mes discussions avec des mamans autour de moi, mamans amies ou clientes, et par mon vécu personnel aussi, que la culpabilité, c'est un dénominateur commun à beaucoup de mamans, voire à toutes les mamans. Et cette culpabilité, elle est très souvent liée au fait qu'on croit qu'on peut tout faire et qu'on doit tout faire. Et ça nous conduit à l'épuisement. Pour beaucoup de femmes investies dans leur maternité et dans leur carrière, pour beaucoup de femmes qui veulent construire des entreprises, si on est dans cet état d'esprit de performance, on va vouloir surperformer, à la fois dans notre vie professionnelle et dans notre parentalité, dans notre maternité. Cette croyance qu'on doit être maman comme si on ne travaillait pas et qu'on doit travailler comme si on n'avait pas d'enfant. Alors oui, on peut penser que ce sont des injonctions qui sont véhiculées par la société et on peut se dire oui, mais c'est pas de ma faute si j'y crois, j'ai été formatée comme ça, j'ai été élevée comme ça. La question c'est qu'est-ce que j'en fais à mon niveau ? Et l'idée ici, c'est de reprendre le contrôle sur nos propres systèmes de croyances, de dire oui, j'ai ces croyances dans mon système de croyances, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'y adhère et que j'essaie de m'y conformer, quitte à m'épuiser ? Ou est-ce que j'ai envie de les remettre en question, de les envoyer valser et de me construire mon propre système de croyances, un système de croyances différent, de penser différemment, de faire les choses différemment ? Et la deuxième partie de cette croyance du « je peux tout faire et je dois tout faire », c'est justement ce côté « je dois faire ». Le fait qu'on puisse faire quelque chose, qu'on en soit capable, ne veut pas dire qu'on doit le faire, qu'on est obligé de le faire. Ici aussi, petit moment d'introspection pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de penser que vous devriez faire ceci ou cela, ou de croire que quelqu'un pense que vous devriez faire telle ou telle chose ? Organiser les vacances, les anniversaires, les rendez-vous médicaux, les activités extrascolaires par exemple. Quand on a une pensée en mode « je devrais » ou « je dois », le résultat niveau émotionnel, c'est presque toujours un sentiment de culpabilité, un sentiment d'obligation. Et là, on va se sentir hyper mal avec toute notre liste de choses qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas le temps de faire. Parce que la réalité, c'est que nos journées ne font que 24 heures et qu'on ne peut pas tout faire. Et parfois, cette réalité est difficile à affronter, mais l'admettre, c'est aussi une chance de reprioriser notre vie, en fait. Et c'est vraiment important d'avoir en tête que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose, qu'on devrait le faire, qu'on doit le faire, qu'il faut qu'on le fasse. Et prendre conscience que si je ressens de l'obligation, et si j'agis à partir de cette émotion d'obligation, oui, je vais faire les choses, mais avec beaucoup moins d'élan, d'entrain, de fluidité que si j'agis depuis une autre émotion. Si je suis dans cette énergie d'obligation, je vais me forcer, je vais ressentir de la contrainte, de la résistance et donc de la fatigue émotionnelle et de l'épuisement à terme. Alors que quand on fait les choses à partir d'un autre type d'émotion, une émotion d'envie, de motivation par exemple, si on reprend la responsabilité de nos actions et si je me dis que je sais ce que je fais, je le fais parce que je l'ai choisi, parce que j'ai envie, parce que j'aime les raisons pour lesquelles je fais ce choix-là, et pas parce que je me sens contrainte,
on va être dans une énergie qui est vraiment très différente que cette énergie de contrainte et d'obligation. Prenons un exemple d'actualité, puisqu'au moment de la sortie de cet épisode, on est au mois de septembre, c'est la rentrée, les routines des uns et des autres se mettent en place, et on peut prendre l'exemple des activités extrascolaires. Je peux me dire que c'est à moi d'organiser les activités extrascolaires de mes enfants, en prenant en compte les envies, les contraintes des uns et des autres. Si je me sens obligée de faire plaisir à tout le monde, je vais organiser tout ça, mais dans la contrainte, la résistance, la frustration, l'agacement, peut-être même. Et dans cet état émotionnel, c'est peu probable que je prenne plaisir à l'organisation des activités extrascolaires de mes enfants. À l'inverse, si je décide que je ne suis pas obligée d'organiser les activités extrascolaires de mes enfants, que c'est pas forcément sur mes épaules que ça repose, que après tout, mes enfants, ils sont pas obligés de faire des activités extrascolaires. Si je me réapproprie les raisons qui font que j'ai envie d'organiser les activités extrascolaires de mes enfants, si je me réapproprie les contraintes que j'ai envie d'intégrer dans cette organisation et pourquoi, si j'aime les raisons derrière mes décisions, je vais me sentir beaucoup plus en commande, beaucoup plus sereine et beaucoup moins contrainte dans cette organisation. Donc on était sur notre 9e croyance limitante, 9e croyance toxique. Je peux tout faire et je dois tout faire. Si vous vous y reconnaissez, je propose un guide anti-culpabilité. Dans ce guide, je partage des outils et des concepts de coaching pour vous aider à faire le point sur votre culpabilité, à identifier le message qu'elle vous donne et à vous en débarrasser quand elle vous cause de la souffrance inutile. Vous pouvez télécharger ce guide gratuitement sur mon site internet. Le lien sera en description de cet épisode. 10e croyance toxique, je ne devrais pas avoir besoin d'aide. Dans notre vie de femme active, on a une certaine fierté à croire qu'on devrait être capable de tout faire par nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'aide, surtout quand on est maman, qu'on est une maman qui travaille et qu'on est engagé dans notre carrière ou dans la création de notre entreprise. On peut voir ce besoin d'aide comme un signe de faiblesse. On peut aussi se dire qu'on n'a pas envie d'aller embêter les autres en leur demandant de l'aide. Et cette croyance, elle est très liée à la croyance précédente du « je peux tout faire » et « je dois tout faire ». Personnellement, j'ai vraiment ressenti les effets de cette croyance quand je suis devenue maman pour la première fois. J'étais convaincue que je devais pouvoir tout gérer toute seule, mon bébé tout neuf que j'apprenais à connaître, la gestion de ma maison, le ménage, le linge, les courses, mon travail salarié et le lancement d'un side business en parallèle, plus mon identité de maman que je découvrais au fur et à mesure et qui était toute nouvelle pour moi. Tout ça en étant aussi convaincue que j'étais une femme forte et indépendante et que j'avais besoin de l'aide de personne, ni de mon mari, ni de ma famille, ni de ma belle famille. Résultat, dès que quelqu'un me proposait de l'aide, j'étais épidermique, j'y voyais une critique déguisée en mode « on voit bien que tu y arrives pas à gérer ma pauvre, laisse-nous t'aider ». Et j'en ai reparlé récemment avec mes proches, avec mes beaux-parents notamment, et leur expérience à eux a été très différente. En fait, ils avaient juste envie de m'aider, sincèrement. Parce qu'ils aiment mes filles, ils tiennent à moi, et eux, ils se sont sentis plutôt repoussés, exclus par mon attitude, alors que moi, je pensais que c'était ce qui était attendu de moi, de me débrouiller seule, de mieux m'organiser, de faire plus, de faire mieux, de moins dormir, d'être plus disciplinée, etc. Ici aussi, je vous invite à vous projeter. Imaginez qu'une amie à vous, une sœur, une collègue, vienne vous voir pour vous demander de l'aide. Comment est-ce que vous réagiriez? Est-ce que vous la jugeriez pour ça? Pour vos proches, c'est pareil. Il est plus que probable qu'ils ne vous jugeraient pas si vous demandiez de l'aide, et peut-être même qu'ils seraient très heureux et très honorés de vous aider. Et si vous pensez avoir besoin de l'aide de votre conjoint, alors peut-être que vous devriez avoir cette conversation avec lui ou avec elle, lui exprimer ce dont vous avez besoin, parce qu'en plus de croire qu'on n'a pas besoin d'aide, on a aussi tendance à croire que les autres devraient se rendre compte quand on a besoin d'aide sans qu'on ait besoin de l'exprimer. On vient de vivre plusieurs années de pandémie et on a été plus isolés que jamais, ce qui a renforcé notre croyance de « je dois faire seul et je n'ai pas besoin d'aide ». Pourtant, en tant qu'être humain, on est fait pour vivre en communauté et on est câblé pour la connexion, le partage, le lien social et la contribution. On n'est pas fait pour faire tout seul. Donc encore une fois, 2 pistes à explorer pour vous. Premièrement, identifier si vous avez besoin d'aide, de soutien et dans quel domaine. Et ensuite, vous autoriser à exprimer ce besoin et à demander de l'aide. Prendre conscience que parfois, demander de l'aide, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même et faire à votre famille. Donc c'était notre 10e et avant-dernière croyance, je ne devrais pas avoir besoin d'aide. Et enfin, dernière croyance qui est au final assez proche de la précédente, c'est je devrais être capable de tout comprendre par moi-même, de trouver toutes les solutions par moi-même. D'être à la fois le médecin, le pédiatre, le psychologue, l'éducatrice, l'enseignante, l'animatrice, la cuisinière, la pâtissière, l'intendante, la gestionnaire, la décoratrice de ma propre maison. Bref, je devrais pouvoir trouver toutes les solutions toute seule pour tous les problèmes que je rencontre dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Pouvoir comprendre comment me sentir mieux, comment aimer mes enfants inconditionnellement, comment ne plus avoir peur, comment ne plus m'inquiéter, comment ne plus stresser, comment ne plus culpabiliser, comment ne plus crier sur mes enfants, comment ne plus être en colère, comment ne pas être irritable tout le temps, etc.
Je devrais comprendre comment être plus disciplinée, plus organisée, plus productive, comment mieux gérer mon temps, comment être plus ceci ou moins cela, et comment je peux en faire plus. Je devrais être capable de ne pas me soucier de ce que les autres pensent. Bref, une liste non exhaustive des pensées qu'on peut avoir dans nos cerveaux, qui sont le résultat de cette croyance qu'on devrait être capable de tout gérer, de trouver toutes les solutions à tous les problèmes seul. Ma conviction profonde, c'est que ce n'est pas vrai. Et je me suis demandé d'où venait cette conviction, et mon impression, mais j'ai pas mené d'études scientifiques sur le sujet, je vous partage juste mon ressenti et les conclusions des conversations que j'ai eues avec un tas de mamans sur le sujet, donc ça vaut ce que ça vaut, mais je serais intéressée d'avoir votre avis sur le sujet aussi, du coup. À mon avis, ça vient de la façon dont la grossesse et le postpartum sont considérés et gérés par la société. Pendant la grossesse et l'accouchement, on est ultra entouré, voire un peu trop, voire parfois un peu infantilisé. Allongez-vous madame, écartez les jambes et on s'occupe de tout. Petit aparté, s'il y a parmi vous des futures mamans, et si vous connaissez dans vos proches des futures mamans, je vous conseille le compte Instagram de Amandine Naissance. C'est vraiment le compte que j'aurais aimé lire avant d'accoucher. J'ai rencontré Amandine et elle est vraiment top. Donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez des infos sur un accouchement un peu plus naturel, un peu moins médicalisé. C'est cette façon de vivre la grossesse très entourée. Puis pendant le postpartum, on est un peu lâché dans la nature. En mode maintenant ma cocotte, tu rentres chez toi avec ton petit schtroumpf et tu te débrouilles, tu dois trouver le mode d'emploi toute seule. Comme si la société nous renvoyait ce message qu'on est censé trouver seul le mode d'emploi, voire les modes d'emploi de notre bébé qu'on apprend à connaître, de nous-mêmes et de notre cerveau de maman qu'on découvre, de notre famille, de notre travail en tant que maman, et si on en a un de notre conjoint qu'on va aussi découvrir dans son rôle de père et qui cherche lui aussi son propre mode d'emploi, et certains papas ont aussi la conviction que ça devrait être à nous de trouver leur mode d'emploi et de leur dire quoi faire et comment le faire. Heureusement, il y a quand même du mouvement de ce côté-là et il y a de plus en plus de papas qui prennent leurs responsabilités, et tant mieux. Ma conviction, c'est que cette croyance du « je dois tout faire tout seul », elle est toxique. Parce que quand on est à l'intérieur d'une situation, quand on est partie prenante, à l'intérieur de notre parentalité, à l'intérieur de notre couple, de notre entreprise, à l'intérieur de notre propre cerveau, parfois on manque de recul sur la situation et il y a certaines dynamiques qui nous échappent. On a du mal à voir la situation, le problème dans sa globalité. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'il y a un problème parce qu'on n'arrive pas à le voir. Le problème peut être lié à nos circonstances extérieures. Par exemple, je vous partage une anecdote personnelle. Pour ma deuxième fille, c'était un bébé qui pleurait beaucoup, en tout cas qui pleurait plus que sa grande sœur. En plus, on était en plein confinement, c'était le premier confinement de 2020. Et à l'époque, avoir un rendez-vous chez le médecin, c'était pas évident, c'était risqué. Et donc, on l'a pas emmené consulter. On se disait que voilà, c'était un bébé difficile et puis c'est tout. Et en fait, on est à passer à côté d'un reflux. Normal, on n'est pas médecin. Donc on ne pouvait pas avoir le problème, ni la solution. Notre problème peut aussi être intérieur. Ça peut être une croyance qui nous bloque, et c'est justement l'objectif de ce podcast, de vous aider à identifier vos croyances limitantes, ou du moins de vous aider à les questionner. Mais globalement, quand on est dans nos propres cerveaux, avec nos propres pensées, qui créent nos propres émotions, et qui façonnent nos comportements, et donc les résultats qu'on a dans nos vies, quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, un truc qui nous dérange, une émotion ou plusieurs qui nous pourrissent la vie, le stress, l'anxiété, le débordement, la frustration, la culpabilité, toutes les croyances et les pensées auxquelles on est habitué peuvent d'une certaine façon nous enfermer dans une situation qui ne nous convient pas vraiment, mais comme on est à l'intérieur, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un problème. On n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble, à identifier d'où pourrait venir le problème, ni comment on pourrait le surmonter. Parfois, on a juste besoin d'un regard extérieur qui va nous montrer ce qu'on ne peut pas voir nous-mêmes, qui va nous donner une nouvelle perspective, une façon différente de voir les choses. C'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble de la piscine quand on est dans l'eau. C'est beaucoup plus facile quand on est sur le bord du bassin. Et il arrive parfois qu'on passe des mois, des années, des décennies parfois même, à essayer de comprendre par nous-mêmes, à essayer de trouver des solutions tout seul, à essayer de comprendre ce qui ne va pas et comment on peut faire pour se sentir mieux, et on tourne en rond, comme des hamsters dans une roue. Parfois, on se concentre sur la résolution des mauvais problèmes. Par exemple, si on est entrepreneur, on se dit qu'il faut qu'on mette en place la méga stratégie pour augmenter nos revenus, augmenter nos ventes, alors qu'en fait, il faut d'abord, avant tout et surtout, qu'on fasse un travail sur notre mindset, sur nos croyances, sur l'argent et sur la vente. Ou alors, on peut se dire que pour être moins stressé, il faudrait qu'on soit plus organisé ou qu'on sache mieux gérer notre temps, alors qu'en fait, on a surtout besoin d'apprendre à gérer nos émotions, y compris le stress, parce que non, le stress, c'est pas un problème à résoudre, c'est une réaction physiologique normale quand on est un être humain, en fait. Ou encore, on peut se dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour arrêter de crier sur nos enfants, et on va chercher des solutions éducatives, des techniques, des trucs et astuces, alors qu'ici aussi, la solution, c'est probablement d'apprendre à gérer nos émotions.
Et parfois, ça arrive qu'on travaille très dur sur la résolution des mauvais problèmes et on n'obtient pas les résultats qu'on espère, que ce soit des résultats concrets et matériels, par exemple obtenir une promotion ou atteindre tel montant de chiffre d'affaires dans notre entreprise, ou que ce soit des résultats plus intérieurs, plus émotionnels, d'obtenir une forme de soulagement émotionnel, de se sentir mieux, d'être moins stressée, plus sereine, plus présente, plus apaisée, plus calme, plus en contrôle, plus aux commandes. Et c'est justement le rôle d'un coach, par exemple, ou d'un psychologue également, de vous donner cet éclairage extérieur, de se mettre sur le bord de la piscine pour pouvoir vous donner cette vision d'ensemble sur votre situation. Le travail de coaching, en tout cas tel que moi je le pratique, c'est d'apprendre à distinguer nos circonstances des histoires qu'on se raconte à leur propos, et de se rendre compte que l'immense majorité de nos problèmes sont avant tout des problèmes de pensée. Tout ce brouhaha mental qu'on se crée nous-mêmes, tout simplement parce qu'on a un cerveau humain. Parfois, la meilleure façon de résoudre nos problèmes, c'est de demander de l'aide de quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de notre cerveau, un ami, un proche, un collègue, un médecin ou un coach. Dans ma pratique du coaching, je parle de la mienne, je ne peux pas me prononcer sur les autres parce qu'il y a autant de façons de faire que de coach, même s'il y a quand même quelques similitudes et quelques bases qu'on va retrouver dans tous les coachings. Dans ma pratique du coaching, donc, je vous aide à créer cet espace d'exploration, dans la bienveillance, la neutralité, le non-jugement, un espace safe, un espace secure dans lequel on va voir ce qui se passe dans votre cerveau, on observe, on est curieuse, on remet en question, on désencombre. Et c'est le processus de désencombrement de cerveau que je vous avais expliqué plus en détail dans le tout premier épisode du podcast. Donc si vous l'avez pas déjà écouté, je vous invite à le faire pour avoir une meilleure idée de quoi je vous parle ici. Si ça vous parle, si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs des croyances toxiques qu'on a évoquées dans ces 2 épisodes et que justement vous sentez que vous avez besoin d'un regard extérieur, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des séances bilan gratuites, c'est un échange d'1 heure en tête-à-tête où on fait le point sur votre situation actuelle, on dresse les contours de votre vie idéale et je vous aide à identifier ce qui pourrait vous bloquer et je vous donne des pistes pour avancer, pour vous mettre en mouvement. On pourra aussi discuter de l'opportunité de travailler ensemble et je vous orienterai vers le format d'accompagnement qui vous correspond le mieux parmi ceux que je propose. Je vous mettrai tous les liens pour me retrouver, pour me contacter en description de cet épisode de podcast et vous pouvez me retrouver sur mon site internet wonderfulmaman.com. Et donc c'était notre 11e et dernière croyance. Je devrais être capable de tout comprendre par moi-même, de trouver toutes les solutions par moi-même. J'espère que cet épisode vous a plu, que cet éclairage sur les croyances toxiques autour de la maternité et du travail vous a été utile, que ça va vous permettre de vous questionner, de remettre en question toutes ces croyances qui peuvent peut-être vous bloquer sur votre vie professionnelle en tant que maman. J'espère en tout cas que ça vous a donné matière à réflexion et à reconsidération. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode et si vous voulez ne rater aucun épisode du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. À la semaine prochaine, bisous. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!